Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Vendredi 23 avril 2021, le Français Thomas Pesquet décolle en direction de la Station Spatiale Internationale depuis Cap Canaveral, en Floride, pendant qu'à Rambouillet, dans les Yvelines, Jamel Gorshen poignarde une femme dans le dos, avant de l'égorger en criant Allah Akbar. Pendant que notre civilisation envoie des gens dans l'espace, là leur envoie des gens à la morgue. Avec l'islam, il y a ce que moi j'appelle non pas un choc des civilisations, qui est une erreur à mon avis assez grossière de M. Huntington. Il y a ce que j'appelle une disjonction de civilisation. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, malgré les apparences, c'est-à-dire bon les tours les avions qui fracassent les tours, c'est pas un choc, c'est une disjonction. Elles sont en train de s'écarter, mais avec une telle violence que précisément ça crée un séisme. Je ne ferai pas une vidéo à chaque attentat musulman. D'abord parce qu'il y en a trop et que je pense avoir fait le tour de la question sur ma chaîne YouTube, mais aussi parce que ça devient difficile, moralement, cette omniprésence de l'horreur. Ceux qui affirment que les gens comme moi, ces salauds d'islamophobes, raffolent de ce genre d'événements, sont à des années-lumière de la vérité, et ils se permettent ce genre de commentaires dégueulasses pour faire oublier qu'ils n'ont absolument rien d'autre à dire, dans ces moments-là, pour faire oublier en fait leur propre dégueulasserie. J'aimerais faire plus de vidéos légères, comme celle sur les gaffes du prince Philippe, que j'ai publiée l'autre jour. J'aimerais parler d'autres choses, comme j'y arrive parfois, de musique, de cinéma, de jeux vidéo, mais l'actualité sanglante revient sans cesse nous exploser à la figure, alors qu'on pourrait s'intéresser à la science, à la culture. Il y a toujours un individu semblant surgir d'une autre époque, qui sort un couteau pour nous faire la peau, comme à des animaux, parce que l'on vit avec des personnes qui, bien qu'elles évoluent sur le même territoire que nous, dans le même siècle que nous, vivent en réalité dans un monde parallèle au nôtre. Cependant, dans ce cas précis, je me suis dit que je devais faire l'effort et traiter le sujet, car nous sommes face à une véritable synthèse. Jamel Gorshen, le migrant tunisien, qui a commis cet attentat, suivait sur Facebook toutes sortes de pages de prédicateurs islamistes, comme c'est souvent le cas chez ce type de profil, mais il était également fan de plusieurs personnalités politiques et culturelles marquées à gauche, comme par exemple Yacine Bellatar, Bonjour Tristesse, Mediapart, Quotidien, Agi+, le CCIF ou encore Jean-Luc Mélenchon, qu'il semblait affectionner particulièrement. À tous ceux qui doutaient encore de l'existence de l'islamo-gauchisme, le voici sous sa forme la plus pure. Jamel, c'est l'islamo-gauchisme incarné, c'est le produit ultime de cette idéologie de collaboration, sa dernière conséquence. C'est à force de s'entendre dire qu'il était victime d'Éric Zemmour, victime de la police française, victime du racisme et de l'islamophobie, que Jamel a été conforté dans l'idée qu'il avait le droit de contre-attaquer, et qu'un passage à l'acte de sa part ne serait dans ce contexte rien d'autre qu'un geste de légitime défense contre une société qui l'opprime. En plus des versets et des sourates du Coran, bien évidemment, c'est ce climat islamo-gauchiste qui a contribué à produire quelqu'un comme Jamel Gorshen. L'islamo-gauchisme, c'est un incubateur à égorgeurs, c'est le gauchiste qui prépare le terrain de l'islamiste. Et c'est ce même islamo-gauchisme qui, après ce crime effroyable, fait le service minimum lorsqu'il s'agit de rendre hommage à Stéphanie, cette policière de 49 ans lâchement assassinée, comme beaucoup trop d'autres Français avant elle.
Regardez-les, ceux qui ne tarissent jamais de grandes phrases sur la responsabilité du Front National, quand un attentat exceptionnel est commis contre des musulmans à l'autre bout de la planète, ceux qui dénoncent un climat délétère et une responsabilité de l'extrême droite au premier tag insultant découvert sur une mosquée, observez leur minimalisme quand il faut parler de ce qu'il s'est passé à Rambouillet, pas un pour écrire un seul des mots suivants, islamisme, musulmans, migrants, tunisiens. Pas un pour nommer les choses. Anti-flic et islamophile toute l'année, la gauche française s'essuie ses mains pleines de sang discrètement, sous la table, avec la nappe. Ce qui est affligeant, ce qui fait enrager et ce qui fatigue après chaque attentat, en plus de l'atrocité du crime lui-même, c'est la lecture des réactions à ce crime, ce condensé de mauvaise foi, de conneries et de lâcheté, qui ajoute à la tragédie, et qui rend l'air encore plus irrespirable qu'il ne l'est déjà. On peut commencer par Jean-Michel Apathy, qui n'hésitait pas à rendre Renaud Camus responsable de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, parce que le terroriste avait dit apprécier cet écrivain, mais qui fait mine de s'indigner quand lui-même est associé à l'attentat de Rambouillet, à 1 heure de Paris, alors que le terroriste partageait ses chroniques sur les réseaux sociaux. On a bien sûr droit au couplet habituel pour nous dire que l'islam est une religion de paix et d'amour, et donc que ce tueur n'était pas musulman, bien qu'il croyait en Dieu, bien qu'il soit né dans un pays musulman, bien que ses parents lui aient donné une éducation musulmane, bien qu'il allait à la mosquée, bien qu'il citait régulièrement le Coran, bien qu'il faisait le Ramadan, etc., etc. À chaque fois c'est la même histoire. Pour les musulmans, un musulman est musulman tous les jours de sa vie, jusqu'au jour où il tue quelqu'un, là soudainement il n'est plus des leurs. Même si on admettait que le Coran est un livre de paix, ce qui est faux puisque c'est un livre de guerre, mais admettons. Même si les terroristes allaient contre la parole de Mahomet, il n'en resterait pas moins des musulmans. On n'est pas dans un débat théologique ici, faire une exégèse de textes sacrés est complètement hors sujet, on parle de groupes sociaux, ethnoculturels, sociologiquement et historiquement ce sont des musulmans. C'est le monde musulman et la religion musulmane qui les ont produits, c'est tout, on ne va pas dire que l'Inquisition n'était pas catholique sous prétexte que l'Église est allée contre le message de Jésus. Même si on les considère comme des musulmans égarés, ou hérétiques, ce sont des musulmans quand même, c'est leur identité, comme dirait l'autre, le fondamentalisme islamiste ne pousse pas dans les prairies de Normandie. Il faudra aussi mettre fin à l'immigration massive, car le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays a suivi exactement la courbe de l'immigration de masse. Marine Le Pen, il est français, je sais, vous allez me le répéter 4 fois, mais il n'en demeure pas moins que le fondamentalisme islamique, il ne pousse pas dans les prairies normandes, vous voyez ? Voilà. On notera aussi la chronologie dans ce tweet, elle est révélatrice des priorités pour ces gens. D'abord on affirme que le terroriste n'est pas un vrai musulman pour se dédouaner avant toute chose, ensuite on évoque une récupération, pour condamner les méchants islamophobes au passage, et seulement en dernier on parle de la victime, la vraie victime. Même quand on est habitué, le niveau de nombrilisme et l'absence totale d'empathie de ces populations sont affolants, comme ce Nassim qui est touche à foin, parce qu'on précise que le terroriste a crié Allah Akbar pendant son crime et que c'est pas gentil pour l'image de l'islam. Une mère de famille vient de se faire égorger, son cadavre est encore chaud, mais le problème c'est que la religion de Nassim est salie. Oh là là, trop dur ta vie Nassim, putain de merde. Les musulmans dont le premier réflexe après un attentat islamiste c'est de dire ils salissent ma religion, c'est quoi votre problème ? Vous imaginez un fabricant de couteaux dire « À la base, mes couteaux sont faits pour cuisiner de délicieuses blanquettes de veau, ou bien de délicieux tartares de bœuf. Ces terroristes détournent le vrai message de la coutellerie. Ils salissent ma profession. » On peut continuer avec la première adjointe du maire socialiste de Montpellier, pour qui prendre un couteau pour aller égorger une femme, c'est la même chose que de refuser d'accueillir des migrants. Qu'il y ait des actes comme celui, le drame de Rambouillet, bien sûr que c'est absolument condamnable, bien sûr que c'est absolument inacceptable, mais ce qu'il est tout autant, c'est de généraliser ces actions, ces crimes, et en faire porter la responsabilité à l'ensemble de l'immigration. Ou Libération, qui nous explique que le terroriste n'allait pas bien avant son voyage en Tunisie pour le Ramadan. Ben oui, il était pas dans son assiette le pauvre chou, faut pas lui en vouloir. Il y a aussi ce tweet merveilleux, publié par quelqu'un dont la profession est procureur, a priori, et qui affirme sans ambiguïté que se réjouir de l'égorgement d'une femme c'est pas cool, certes, mais que ça reste moins grave que de dénoncer l'islamisme et l'immigration suite à cet attentat. Oui, vous lisez bien, c'est ce qui est écrit là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mes yeux ça relève de la maladie mentale, à ce niveau. On peut aussi parler de Maxime, qui a écrit ce tweet incroyable, dont je vous laisse prendre connaissance.
Il y a toutes les variations du oui, mais, dans ce tweet, et nous avons le devoir de le décortiquer. D'abord, rien ne justifie la mort d'une personne, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi parler de justification? On n'est pas face à des preneurs d'otages qui menaceraient de tuer quelqu'un si l'on ne répond pas positivement à leur requête, on est face à des fanatiques religieux, les djihadistes ce ne sont pas les brigades rouges, ils n'ont aucune revendication sociale, l'assassinat n'est pas un outil, c'est la finalité. Pour eux, l'extermination des infidèles est un but en soi. Maxime répond à une question que personne ne pose, et de ce fait il amène le débat sur la table. C'est comme dire la violence ne résout rien, ça insinue que la police est un vrai problème, mais que Jamel n'a simplement pas choisi la bonne solution. Ce n'est pas l'intention qui est remise en cause ici, uniquement le moyen d'action. On dirait qu'il manque un morceau à cette phrase, moi je la comprends comme ceci, rien ne justifie la mort d'une personne, même les causes les plus légitimes. En disant cela, Maxime octroie à cet acte ignoble une valeur politique, et à Jamel Gorshen le statut de militant, certes extrémiste, mais pas celui de barbare. On sent que ce que Maxime déplore ici chez Jamel, ce n'est pas sa motivation, mais sa méthode, c'est la forme et non le fond, un fond avec lequel il semble éprouver une espèce de compréhension, voire de solidarité, ce qui est confirmé par la suite de son tweet. Je ne peux que dénoncer cet acte, effectivement Maxime, tu n'as pas le choix, on sent que tu te forces à le faire, et c'est extrêmement gênant. Dont le motif n'est pas encore connu, ça c'est un grand classique, le type a hurlé Allah Akbar et a pratiqué une exécution par égorgement. C'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut signifier. Et là on a la cerise sur le gâteau, malgré mes désaccords avec cette institution. Une femme vient de se faire égorger comme un mouton pendant la Eid el-Kébir, on est dans l'horreur la plus totale, et Maxime juge nécessaire d'ajouter ce petit bémol sur ses désaccords avec la police, confirmant ainsi la dimension anti-flic qu'il projette sur cet attentat, une dimension qui le fait se sentir proche de ce terroriste, d'une certaine façon, un terroriste qu'il voit comme un camarade révolutionnaire d'extrême gauche, qui serait allé trop loin, et non comme un ennemi mortel de l'Occident, qui s'est attaqué à une policière, mais qui aurait tout aussi bien pu s'attaquer à lui et ses proches. Vous imaginez, vous, après la décapitation de Samuel Paty, quelqu'un dire je ne peux que dénoncer cet acte, malgré mes désaccords avec l'éducation nationale? D'ailleurs avant l'attentat, Maxime avait déjà publié un tweet de réaction indignée aux propos de Caroline Forrest, qui disait que c'était le mot islamophobie qui avait provoqué la mort de Charlie Hebdo et Samuel Paty. Parce que oui, il y a encore des gens en 2021, qui font semblant de ne pas voir qu'accuser une personne d'islamophobie, c'est mettre très concrètement la vie de cette personne en danger. Et c'est bien là que réside toute l'imposture de la lutte contre l'islamophobie, qui voudrait nous faire croire que la haine envers les musulmans est un danger, alors que la seule haine dangereuse, la seule qui assassine, est celle des musulmans envers nous. Là, on arrive à ce qui se fait de pire selon moi, dans les réactions post-attentat. On va parler de ceux qui ont compris que sortir les violons pour les musulmans à chaque coup, alors qu'en France l'islamisme a fait des centaines de morts et l'islamophobie aucun, c'est à la fois indécent et ridicule, et surtout ça ne fonctionne plus. Alors ils jouent la carte de l'analyse froide et rationnelle. Leur discours, c'est de dire que l'hostilité envers l'islam n'est pas un problème moral, mais stratégique. En gros, pour eux, les islamophobes seraient dangereux, car ils contribueraient à radicaliser les musulmans modérés, et faciliteraient donc le travail de recrutement des islamistes. Ainsi, on a Cédric qui pose cette question. En guerre contre un ennemi impitoyable, qui cherche à élargir au maximum ses effectifs parmi des neutres plus ou moins sensibles à sa propagande. Est-il préférable d'augmenter nos ennemis en amalgamant les neutres visés par sa propagande ou au contraire de les diviser? On pourrait, à notre tour, poser les questions suivantes à Cédric. Est-il préférable de ne pas traquer nos ennemis, qui se cachent parmi les neutres, par crainte de vexer ou de provoquer les neutres? D'ailleurs, si nous avons peur d'énerver les neutres, sont-ils si neutres que ça? Si des neutres se radicalisent uniquement parce que l'on traque nos ennemis planqués parmi eux, cela ne veut-il pas dire que ces neutres étaient aussi nos ennemis depuis le départ? S'il suffit à un musulman modéré de tomber sur du Éric Zemmour ou sur du Charlie Hebdo pour prendre un couteau et décider de sortir égorger quelqu'un, c'est qu'il n'a jamais été modéré. C'est d'ailleurs ce que ces gens ont l'air de nous avouer, bien malgré eux, c'est-à-dire que tout musulman est une bombe à retardement. En fait, leur discours est encore plus islamophobe que celui des islamophobes, quand on y réfléchit bien. Faire porter la responsabilité des morts non pas sur leurs assassins musulmans, mais sur ceux qui les provoqueraient. On nous fait le coup régulièrement, c'est l'argument de la femme violée, qui portait une jupe et qui l'a donc un peu cherché. C'est en substance ce que disent un Philippe Marlière ou un humour de droite, par exemple, dont j'avais parlé dans ma vidéo, suite à l'assassinat de Samuel Paty. Ce que prônent ces faux stratèges,
In fine, c'est que pour combattre l'islamisme, nous devons impérativement cesser toute critique ou toute moquerie envers la religion musulmane, ce qui est, je le rappelle, littéralement ce qu'exigent les islamistes. Pour éviter la division, acceptons la soumission, voici le message des professionnels autoproclamés du billard à 3 bandes. C'est aussi ce que nous disait Hugo, juste avant l'attentat de Rambouillet. Honte. Honte à Caroline Fourest. Je pense exactement le contraire, c'est la republication en septembre 2020 par Charlie de leur caricature pour surfer sur le buzz du procès à venir qui a tué Samuel Paty. On n'éliminera pas les fanatiques. Les provoquer est irresponsable. Attardons-nous justement sur Hugo, qui partage ici le tweet du Maxime dont je parlais plus tôt dans la vidéo, dans une sorte de symbiose islamo-gauchiste, et qui avait écrit un thread sur Twitter en octobre dernier, à l'occasion de la décapitation du professeur de Conflans à Tenorine. Nous allons le lire dans son intégralité, car il me semble bien résumer ce point de vue qui se veut stratégique, et qui pousse ce raisonnement au bout de sa logique. Quelques chiffres dans la cacophonie ambiante. 1. Il y a autour de 5 millions de musulmans en France. 2. Il y a environ 100 000 salafistes, musulmans intégristes. 3. Il y a environ 10% d'entre eux qui ne sont pas quiétistes, refusent la loi de la République. Environ 10 000. 4. Il y a parmi eux de l'ordre de quelques centaines de personnes susceptibles de commettre des actions terroristes, qui sont dans l'ensemble plutôt surveillées. 5. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde et des attentats tous les jours, 826 en 2019, il est totalement illusoire d'arriver à 0 attentat en France, par des mesures de contrôle. La seule façon c'est la démotivation. En gros que la France ne devienne pas le porte-étendard mondial d'une croisade anti-musulmans, ou perçue comme telle, ce qui revient au même. Les terroristes suivent hélas des modes au gré des vents existentiels. Aujourd'hui c'est le terrorisme islamiste, hier c'était le terrorisme nationaliste, et on a eu aussi les terrorismes politiques extrémistes de droite et de gauche, qui ont plus ou moins disparu, car plus dans l'air du temps. Le terroriste n'est pas un monstre pervers à la le maudit. Il est persuadé d'agir dans le bon droit par rapport à son système, avec l'espoir de faire changer les choses. C'est cette croyance qu'il faut attaquer, en commençant par arrêter d'en faire des acteurs majeurs. D'où la bêtise de promouvoir des actions symboliques, qui ne font que médiatiser un clivage et établir un rapport de force, d'autant plus caricaturé qu'il est vu depuis des milliers de kilomètres par des incultants brigadés. Si vous avez peur du terrorisme en drapeau de la France, la solution ne sera jamais un prêchi-prochat dans les écoles, pour expliquer que l'on a le droit de caricaturer les prophètes. Ça c'est avant tout un discours d'humiliation des 5 millions qui n'en peuvent mais. Et du coup, demandez-vous qui a intérêt à maintenir des clivages ethniques et religieux en France. S'ils sont dignes d'être suivis. S'ils ont fait la preuve de leurs résultats. S'ils n'ont pas leur propre agenda, qui n'a en réalité rien à voir avec la liberté d'expression. Nombreux hélas sont ceux qui ont intérêt à ce que les attentats reprennent afin de justifier des mesures d'exclusion, des appels à l'émigration, ou simplement pour reprendre le pouvoir en 2022. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas ficher les terroristes français, qu'il faille interdire le blasphème, transiger sur nos principes ou que le professeur assassiné l'ait bien cherché, que son initiative ait été de bonne foi ou non, c'est pas le sujet. Ça veut dire qu'il ne faut pas céder à l'émotion, ne pas rêver à des lignes Maginot en chantant la Marseillaise pour montrer qu'on est le plus fort, en se déplaçant sur le terrain des discours et des mesures symboliques et provocatrices, en donnant à l'État le rôle du grand méchant. L'État doit rester laïque, c'est-à-dire protéger la liberté de culte sans en favoriser aucun, et respecter les opinions de chacun, sans empêcher d'autres d'en différer, mais sans non plus les encourager. Car pour un terroriste, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est qu'avec un simple couteau il puisse rassembler des dizaines de milliers de personnes sur la place de la République reprise, sur toutes les TV du monde expliquant que la France est effectivement bien la cible parfaite, qu'il avait imaginée, que son système démocratique est bien incompatible avec ses valeurs à lui, que la source du problème se trouve bien dans sa religion, qui n'est pas la bienvenue, et que la guerre sainte est la seule issue. Bon courage pour épuiser alors le réservoir mondial d'aspirants Kouachi, que vous aurez vous-même réveillé, motivé, et convaincu de la portée de leur acte de barbarie en le gratifiant du statut d'acte symbolique et de résistance. Ce que nous explique Hugo, c'est qu'il ne suffit pas de cesser de publier des caricatures du prophète de l'islam, de ne plus provoquer. Ce qu'il faudrait faire, c'est carrément ne plus parler du tout des attentats islamistes quand ils se produisent, dans l'espoir que les terroristes finissent par
par se décourager, par manque de publicité. Pour Hugo, en fait, c'est déjà foutu. Les musulmans sont trop nombreux, il est trop tard, nous devons faire le dos rond en espérant qu'ils se calment, comme on pourrait attendre la fin d'un orage. J'aurais quelques objections à formuler, si tu le permets, Hugo. D'abord, effectivement les musulmans sont trop nombreux en France. Mais Hugo, s'ils sont si nombreux, c'est justement parce qu'on a trop longtemps écouté les gens comme toi, qui nous expliquaient que c'était une chance. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Et que s'opposer à cette islamigration, c'était ça le véritable extrémisme, le vrai péril pour la République. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France? Si Jean-Marie Le Pen était passé en 2002 et qu'on avait fermé nos frontières, Jamel Gorchen n'aurait jamais vécu en France. Nous allons être balayés par les fanatiques, ceux qui croient. Ceux qui sont prêts à se faire péter pour Allah. Ensuite, croire que si on arrête de bouger ils cesseront de nous attaquer, c'est se tromper lourdement. Les islamistes ne sont pas des tyrannosaures. Les arabo-musulmans méprisent encore plus leurs victimes lorsqu'elles ne cherchent pas à se défendre, et redoublent d'agressivité face à l'absence de répondants. Si tu étais allé dans un collège de ZEP, comme moi tu serais au courant. Ceux qui, comme toi, Hugo, prônent une laïcité passive, qui devrait se cantonner à n'être qu'un cadre strictement légal, sont complètement à la ramasse. Il y a une dynamique démographique, on n'est plus en 1905. Plus les musulmans seront nombreux, plus ils auront d'exigences. Rester immobile face à une force qui avance, cela revient à reculer. Lorsque tu dis que la stratégie de l'indifférence fonctionne dans les autres pays d'Europe, on peut savoir lesquels, Hugo? Les autres pays d'Europe subissent aussi des attentats, et si la France est particulièrement touchée, c'est parce que c'est le premier pays musulman d'Europe. Tu veux un pays où ça a l'air de marcher pas trop mal, Hugo? Le Danemark, par exemple, parce qu'il est très strict sur l'immigration et qu'il durcit ses conditions de naturalisation, en gros parce qu'il applique une politique que tu qualifies d'extrême droite et que tu condamnes de toutes tes forces. Tu écris ne pas vouloir interdire le blasphème, ne pas transiger sur nos principes, mais c'est pourtant ce que tu fais, quand tu affirmes qu'on ne peut pas éliminer les fanatiques et que les provoquer est irresponsable. Les fanatiques ne nous tuent pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. 2 semaines après Samuel Paty, 3 personnes ont été égorgées dans une église à Nice. Ils ont provoqué qui? Eux? Et les gens qui buvaient leur bière au Bataclan, ils ont provoqué qui? Et les enfants juifs d'Ozar Torah, ils ont provoqué Mohamed Merah aussi? C'est quoi ton projet, Hugo? On arrête de publier les caricatures pour ne pas les énerver, ok? Et après? On mange tous halal pour ne pas les énerver? Puis on interdit aux femmes de montrer leurs cheveux en public, pour ne pas les énerver? Puis à la fin on devient une république islamique sans hostilité ni violence? Comme ça on aura bien niqué les islamistes, c'est bien ça Hugo? Alors qu'ils se sont trompés surtout, ces immondes personnages continuent de nous pointer du doigt. Après nous avoir fait des leçons de morale, pendant des dizaines d'années sur l'immigration qui était censée être une chance, sur l'islam qui selon eux était une religion de paix et d'amour, après avoir insulté, marginalisé, stigmatisé tous ceux qui osaient exprimer un avis contraire, après avoir décrit nos inquiétudes comme des fantasmes fascistes, alors que l'actualité démontre quotidiennement qu'elles étaient des prédictions, alors que chaque jour qui passe prouve à quel point nous avions raison et à quel point ils avaient tort, et bien malgré tout cela, au lieu de faire leur mea culpa, de demander pardon, ou à minima de fermer leur immense gueule, au lieu de mourir de honte face aux conséquences d'une politique qu'ils ont défendue corps et âme toute leur putain de vie, ils continuent au contraire de nous accuser nous, encore et toujours, nous qui avions tout prévu, nous les lanceurs d'alerte, nous serions responsables des tueries qui se multiplient, nous serions les extrémistes. Maintenant on va être clair, mettre un signe d'égalité entre les soi-disant islamophobes qui expriment des opinions, et les islamistes qui assassinent des êtres humains, c'est à la fois abject moralement, et mensonger factuellement. Il n'y a pas des morts de part et d'autre, comme le prétendent ces pourritures. En France, l'islamisme a tué des centaines de citoyens en quelques années, l'islamophobie n'a tué personne. Vos concepts foireux de tenaille identitaire, des extrêmes qui se rejoignent, vous pouvez vous les foutre au cul. Les alliés des islamistes, ce sont ceux qui refusent que l'on parle des enclaves démographiques étrangères sur notre territoire, de la lente sécession qui avance aux 4 coins de la République. Les amis des islamistes, ce sont ceux qui veulent interdire toute critique de l'islam et de l'immigration massive, pas ceux qui formulent ces critiques. Face à l'horreur qui nous frappe, c'est votre modération revendiquée qui est une radicalité, c'est votre passivité qui est une bénédiction pour les fanatiques.
La position extrême au XXIe siècle, ce n'est pas l'islamophobie, c'est de considérer l'islamophobie comme une position extrême. Ce qui se cache derrière ce positionnement pseudo-stratégique, ce n'est rien d'autre que l'esprit de Munich, qui à l'époque disait « plutôt Hitler que la guerre », et qui dit aujourd'hui « plutôt l'islam que le terrorisme ». À la fin, ils auront les deux. Ceux qui tiennent ce discours tentent de déguiser leur lâcheté en analyse politique, ils tentent de justifier, dans une ultime pirouette intellectuelle, le choix qu'ils ont fait et qui est celui de la soumission. Et l'histoire les jugera très sévèrement pour cela, comme elle le fait à chaque fois, car tout ne fait que commencer. Le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à la transformation postmoderne de l'islam en une idéologie meurtrière, me semble effectivement le plus grand danger qui pèse aujourd'hui sur l'humanité, de la même manière que le communisme pendant 50 ans l'avait été, le national-socialisme l'avait été auparavant.